nous, aujourd'hui, on va vous parler du coma. Le coma, nous, on croyait que c'était, dans le fond, quand une personne était comme entre la vie et la mort. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. On a décidé aussi d'en parler à cause qu'on entendait dernièrement parler à la télévision de notamment Adonis Stevenson, le boxeur qui était placé dans un coma artificiel, ou aussi il y a quelques années avec le skieur Michael Schumacher. Le coma, ça s'est découvert pour la première fois en 1959 en France, à l'hôpital Claude Bernard, par deux messieurs, soit Maurice Goulon et Pierre Mollaret. Ces messieurs-là se sont dit, si on a découvert le coma, il doit y avoir d'autres choses en lien avec ça. Fait qu'ils ont poussé leur recherche. Ça leur a permis de faire une différence entre le coma et la mort cérébrale. Dans le fond, comme dans un sujet sain, les couleurs, ça représente l'activité cérébrale dans notre cerveau. Plus on est conscient, plus il y en a. Donc, c'est pour ça que dans l'état végétatif, qu'on appelle aussi le coma, il y a beaucoup moins d'activité cérébrale que dans une personne saine. Mais par contre, il faut savoir qu'il y en a quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que quand dans un coma, il n'y a plus rien qui se passe dans notre cerveau, mais ça, c'est pas vrai. La différence entre un coma et la mort cérébrale, c'est justement dans la mort cérébrale, il n'y a aucune activité. Et là, vu que le sang ne circule plus, les organes ne fonctionnent plus, donc le cerveau, il ne peut plus fonctionner, donc la personne décède. Donc en fait, le coma, c'est vraiment plus un état où le patient ne réagit plus aux stimuli, mais que les fonctions vitales sont quand même maintenues en vie par des appareils médicaux. Puis, dans le fond, la durée du coma, ça dépend vraiment de la cause, puis du patient, parce que ça change d'un patient à un autre. Ça peut durer soit des heures ou même des années. Puis plus le coma va être long, plus les séquelles vont être graves. Les patients dans le coma vont besoin d'une aide pour s'alimenter, s'hydrater, puis se bouger. Parce que s'ils restent plusieurs années dans le coma sans bouger, c'est très mauvais pour les muscles. Puis ça peut causer des lésions au niveau des tissus. Il existe plusieurs formes de coma possibles, puis on utilise l'échelle de Glasgow pour mesurer la profondeur du coma. La fois, l'échelle de Glasgow, c'est basé sur 3 critères. L'ouverture des yeux, la réponse motrice et la réponse verbale. Moins que, dans le fond, c'est présent, plus le pointage va être bas. D'un pointage de 1 à 15, donc 1 étant un coma environ stade 4, qui est un coma très profond et dangereux, et 15 qui est à peu près comme un sujet comme nous aujourd'hui, qui est capable d'ouvrir les yeux, discuter, parler. Pour établir un résultat, on fait des tests comme des bilans sanguins, des scanners cérébrales, puis des IRM. Puis après, on peut établir un diagnostic pour fixer le stade du coma. Sauf que c'est souvent dur d'établir un diagnostic fixe parce que l'évolution du coma, c'est très imprévisible, ça change d'un patient à un autre, puis c'est dur de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis il y a plusieurs causes au coma. Ça peut être soit des traumatismes crâniens comme des commotions cérébrales, des troubles neurologiques comme des ACV ou des crises d'épilepsie. Ça peut être des causes toxiques, soit l'alcool, les médicaments, la drogue. Puis ça arrive parfois que les médecins plongent volontairement quelqu'un dans le coma. C'est le coma artificiel. Dans le fond, c'est souvent pour soulager l'organisme lors des grosses blessures ou pour les grosses opérations. Un peu aussi comme les grands brûlés, on les met dans des comas artificiels. Il existe 4 stades du coma, 1 à 4, 4 étant le coma le plus profond et le plus dangereux. Dans le stade numéro 1, on l'appelle le coma vigile. La personne est encore capable de faire des sons, de marmonner, elle va réagir aussi à la douleur. Le stade 2, c'est un coma léger. La personne va commencer à avoir un langage qui va être plus ou moins compréhensible. La réponse à la douleur, elle va être plus ou moins appropriée. Et ça commence à être un peu moins conscient. Le stade 3, c'est un coma carus, qu'on appelle aussi un coma qui est profond. Par exemple, la personne n'a aucune réponse aux stimuli, aucune réponse au niveau motrice et verbal. Elle ouvre plus les yeux. Et le dernier stade, c'est le coma dépassé. Malheureusement, dans ce coma-là, on ne peut plus faire grand-chose pour la vie du patient. Sa vie est tenue par des moyens artificiels, par les machines à l'hôpital. C'est à ce stade-là qu'on parle de mort cérébrale et qu'on peut commencer aussi à discuter avec la famille du don d'organes. Puis, dans le fond, le patient doit être pris en charge le plus tôt possible. Cependant, il n'y a pas de traitement pour le coma. C'est pas comme un virus qu'on attribue un vaccin, par exemple. C'est vraiment juste maintenir les fonctions vitales en vie par la respiration artificielle, puis l'alimentation par perfusion sanguine. Puis espérer surtout que le patient se rétablisse correct. Sinon, le réveil se fait progressivement. Puis les séquelles vont dépendre de la longueur puis du stade du coma. On peut avoir des trous de mémoire, des troubles de l'audition, la perte de vision, puis les troubles d'apprentissage aussi. Puis souvent, le réveil, ça va être une étape très difficile pour le patient parce que si ça fait plusieurs années qu'il est dans le coma, il peut se réveiller puis pas se rappeler de qu'est-ce qui l'a amené là. Les gens qui sont autour de lui, il ne saura pas c'est qui. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'ils vont souvent avoir besoin d'une assistance, comme
post-traumatique. Puis la qualité du rétablissement dépend vraiment des soins qu'il reçoit durant puis après le coma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui proposent à la famille de faire, par exemple, comme un carnet, d'écrire des souvenirs ou mettre des photos. C'est ça, quand la personne elle se réveille, ça vient un peu boucher le trou de mémoire qu'elle a et donner un peu de réconfort pour se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule. En gros, dans le fond, on s'est rendu compte que le coma, c'était plus qu'être entre la vie et la mort. On peut pas vraiment qualifier ça comme ça. C'est vraiment juste un état de conscience. Sinon, on avait raison quand on disait que la personne n'avait plus de réponse aux stimulations extérieures. Ça, c'est vrai, ou plus ou moins. Sinon, aussi, on s'est dit que ça serait intéressant de savoir si dans quelques années ou dans 10-20 ans, si la médecine va devenir assez évoluée, qu'on va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du patient dans un état de coma, justement. Parce qu'on est capable de des témoignages, on se rend compte qu'il y a des gens qui entendent des voix, qui voient des choses, mais c'est jamais pareil pour la personne. Fait qu'on sait pas du tout, on peut pas dire il se passe telle chose quand on est dans le coma. Donc, si on pourrait le savoir, peut-être que ça pourrait permettre de sauver plus de vies, peut-être trouver une façon de s'occuper de ça du coma plus rapidement et de permettre aux gens de se réveiller plus tôt. La question que je me suis posée en faisant mon exposition, c'était est-ce que l'agriculture va constamment pouvoir subvenir aux besoins de la population? En faisant ma recherche, je me suis aperçu que ça serait difficile si les conditions climatiques continuent à être comme elles sont aujourd'hui, puis que la population continue d'augmenter, mais il y a quand même de l'espoir parce qu'on a surtout des avancées agricoles assez récentes qui se sont faites. Ça nous permet de produire en plus grande quantité. Dans le fond, en général, l'agriculture s'est apparue il y a 9000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, dans le croissant fertile. Ça vise principalement la culture des sols puis l'élevage de bétail. Dans le fond, les bienfaits que ça a, l'agriculture, ça augmente l'espérance de vie de notre population. Ça améliore aussi nos connaissances de l'agriculture. Dans le fond, on connaît toujours mieux notre terre, on sait qu'est-ce qui est bien pour elle ou qu'est-ce qui l'est pas à force de la travailler. Nos producteurs agricoles, ils tentent toujours de produire un produit de meilleure qualité pour assurer aux consommateurs que qu'est-ce qu'ils mangent, c'est bon pour eux. Dans le fond, les effets négatifs que ça a sur l'environnement, il y en a beaucoup, sauf que la majorité sont facilement réglables à l'aide de techniques agricoles. Dans le fond, il y a l'eutrophisation des cours d'eau. Ça, c'est une pousse d'algues avec nos engrais phosphatés quand ils se déposent dans nos cours d'eau ou dans nos rivières. Dans le fond, ils favorisent une pousse d'algues. Puis cette pousse d'algues-là, un coup qu'elle est décomposée, ça enlève tout l'oxygène qui est présent dans l'eau. Fait que par la même occasion, ça tue tout ce qu'il y a de vivant. Mais avec les travaux d'agronomes qui ont été réalisés il y a 20 ans, on en voit beaucoup moins, voire aucunement. Dans le fond, avec des plantes fourragères qui ont été plantées, dans le fond, eux, leur rôle, c'est d'absorber le phosphate contenu dans nos engrais. Fait que ce qui se retrouve dans nos rivières, ça n'a aucun effet négatif. Avec l'évolution de l'agriculture est venue la mécanisation. Dans le fond, nos agriculteurs ont été tentés de produire sur une plus grande superficie de terrain pour obtenir un meilleur rendement dû à la grandeur. Ça a causé la déforestation. La mécanisation a aussi amené la compaction des sols puis l'appauvrissement des terres, mais avec une bonne technique, avec les bonnes techniques agricoles comme par exemple une sous-soleuse, on est capable de rendre notre sol plus fertile puis de l'aérer facilement. Ça nécessite aussi une grande quantité d'eau. Le ratio pour 1000 tonnes de grains, c'est environ 10 000 tonnes d'eau. Mais ça, il y a la moitié de l'eau là-dessus qu'on est aucunement responsable. C'est causé par les pluies. Toutes les quantités d'eau qu'on est responsable, nous, dans le fond, c'est les engrais ou nos pesticides. Il y a des risques de contamination des sols avec le bris de l'équipement, mais on fait toujours attention de faire le tour de nos tracteurs avant de rentrer dans nos champs, dans le fond. Il y a la production de gaz à effet de serre. Mais comme tout ce qui est vert, nos champs de foin ou nos arbres qu'on plante autour, ça récupère tous les gaz qu'on produit avec nos tracteurs. Et dans le fond, ça n'a aucun impact négatif sur notre planète. Il y a notre épandage de fumier qui cause la dénitrification des sols. Dans le fond, ça, c'est le nitrate. Quand nos engrais sont mal épandus, dans le fond, avec le mauvais choix de temps, dans le fond, dû à la météo, le nitrate s'échappe du sol. Puis qu'est-ce que ça cause? Ça, c'est un des premiers gaz à effet de serre. Ça cause le réchauffement climatique. Mais c'est en partie négligeable qu'est-ce qui s'échappe de la Terre. Puis à force de travailler intensivement notre Terre, on cause une diminution de la couche de terre arable. Avec notre évolution, on a été capable de mieux pratiquer notre agriculture biologique. Dans le fond, aujourd'hui, on la pratique en serre. C'est plus facile d'obtenir des légumes presque parfaits, si on veut. Avec ça, il est aussi venu l'arrivée des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Ils servent à résister aux insectes et aux herbicides.
aussi au climat. Ça permet d'obtenir un meilleur rendement. On a moins besoin d'arroser nos plants, mais ce qui est négatif de ça aussi, c'est que ça réduit la diversité génétique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a un plant malade dans notre champ, mais notre champ au complet il passe. Il y a aussi un risque en cas de vent de contaminer les autres champs qui n'ont pas été génétiquement modifiés aux alentours. C'est pour ça que plusieurs agriculteurs qui sont moins fervents des organismes génétiquement modifiés. L'évolution, ça a aussi amené la domestication. Dans le fond, la domestication, ça vise à mettre notre animal dans le meilleur environnement possible. On vise à le faire produire plus, mais garder la bonne qualité. Dans le fond, le but, c'est de ne pas stresser son animal et de ne pas l'épuiser non plus. On a appris à mieux nourrir nos animaux. Dans le fond, nos RTM aujourd'hui, nos rations totales mélangées, nous permettent d'obtenir un meilleur rendement. C'est composé de porc et d'ensilage puis de foin. Dans le fond, on produit un meilleur rendement, on garde du lait de bonne qualité. Pour nos consommateurs, c'est en plein ça qui va. Aujourd'hui, on a des normes strictes à respecter dans nos étapes. On a des normes de propreté, puis on a des contrôles de lait qui sont faits au moins une fois par mois. Fait que dans le fond, ça assure aux consommateurs que qu'est-ce qu'il y a, dans le fond, c'est un produit de bonne qualité. Puis ça amène toujours des avancées au niveau de la nutrition. Bonjour, je suis Camille Dionne et voici ma coéquipière. Moi, c'est Elisane Gagnon, puis on est tous les deux en secondaire 4. Le sujet qu'on a décidé de vous parler, c'est le TAG. Plus précisément, qu'est-ce que le trouble de l'anxiété généralisée? Nous, avant de faire notre recherche, on était pratiquement sûrs que le TAG, ça pouvait affecter seulement les adultes et les adolescents. Pour répondre à notre question, on va vous parler de la description des symptômes et comportements, de l'apparition du TAG, des traitements et des personnes atteintes. Pour commencer la description, le TAG il fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Il se caractérise par des inquiétudes excessives et continuelles face aux événements de la vie de tous les jours. Pour certaines personnes, ça peut être très difficile à contrôler. Pour être diagnostiqué TAG, il faut avoir des inquiétudes qui s'étendent sur une période d'environ 6 mois, que ça subvienne une journée sur 2. La personne elle va rencontrer des difficultés lorsqu'elle va tenter d'empêcher les pensées inquiétantes d'interférer avec l'attention portée aux tâches en cours. Pour les adultes, les inquiétudes ils vont tourner autour du travail, de la santé, de la situation financière, de la maison ou des relations interpersonnelles. Les inquiétudes ils vont toujours se distinguer en 2 catégories. On a des inquiétudes centrées sur des problèmes réels et actuels pour lesquels il est possible d'utiliser une technique de résolution de problèmes. Ça veut dire que souvent la personne elle va avoir des problèmes qui sont gros comme ça, mais ils vont les voir gros comme ça. Ils vont toujours anticiper, voir les choses au pire. Aussi, on a les inquiétudes de type éventuel, où là, il n'y a pas de problème, c'est juste que les personnes, ils s'imaginent des problèmes qu'ils n'ont pas encore. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser une technique de résolution de problèmes. Les inquiétudes, ils vont souvent diminuer la qualité de vie des personnes atteintes. Ces personnes-là, ils vont beaucoup vivre dans le futur. Pour l'apparition, c'est difficile de constater à quel moment ou de quelle façon le trouble d'anxiété généralisée apparaît. Plus de la moitié des présentants pour un traitement indiquent les symptômes durant l'enfance ou l'adolescence. Dans le fond, une personne qui a un TAG adulte, les symptômes sont apparus quand il était tout jeune. Les chercheurs ont fait des tests sur les jumeaux et ça pouvait être génétique. Les chercheurs dans ce domaine pensent que le stress et les événements traumatiques durant l'enfance pouvaient faire déclencher le TAG. De plus, des facteurs génétiques et familiaux seraient dans le développement du trouble anxieux. Les symptômes et les comportements ils entraînent un malaise et une détresse intense chez les personnes souffrantes. Le TAG, c'est essentiellement une perturbation des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, dans le fond, c'est des composés chimiques qui transportent les signaux entre les cellules nerveuses du cerveau. Généralement, les symptômes ils vont apparaître à l'âge adulte, mais c'est pas impossible d'en voir apparaître avant. Les symptômes vont s'installer progressivement ou ils vont être précipités par des événements stressants de la vie de tous les jours. On a des symptômes physiques et des symptômes psychologiques. Côté psychologique, la personne elle va se sentir toujours fatiguée, elle va se sentir irritée, elle va avoir de la difficulté à dormir, souvent elle va faire de l'insomnie, elle va avoir des problèmes à se concentrer. Côté physique, ça va être plus des maux de tête, des nausées, des tremblements, elle va avoir les mains froides, la bouche sèche, elle va avoir la diarrhée. Souvent, elle va même aller jusqu'à manquer d'air. Tous les symptômes qui sont associés au TAG, ils vont différer pour chaque personne en termes de durée et d'intensité. Pour les traitements, à partir d'entrevues cliniques et à l'aide de différents outils d'évaluation, les professionnels ils peuvent diagnostiquer un TAG. Les professionnels de la santé, on a les médecins, les psychiatres et les psychologues qui ont le droit d'en diagnostiquer un.
Ce qui est important de savoir, c'est que dans un contexte d'examen médical de routine, le tag il peut passer très facilement inaperçu parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui se voit. Il existe deux grands types de traitements. On a la psychothérapie et la pharmacothérapie. Les deux sont reconnus comme efficaces, mais ils agissent complètement différemment. Côté psychothérapie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui a été la plus étudiée. Elle utilise de nombreuses techniques reconnues comme quand même très efficaces. La TCC, elle consiste principalement à informer la personne des types d'inquiétudes et les facteurs explicatifs de son tag. Les techniques qui sont utilisées dans une TCC, on a la psychoéducation, la résolution de problèmes, l'exposition en imagination et la relaxation musculaire progressive. Durant une TCC, il y a d'autres techniques ou méthodes qui peuvent être utilisées, telles la méditation ou l'imagerie mentale. Dans le fond, le but d'une psychothérapie, c'est de soigner naturellement sans médicaments. Le traitement pharmacothérapie, c'est la prise de médicaments. Il y a les anxiolytiques qui, eux, agissent sur l'anxiété. Ils sont prescrits de façon temporaire parce qu'ils engendrent de l'accoutumance. Dans le fond, quand tu prends les médicaments, tu deviens dépendant à les prendre. Après, il y a les antidépresseurs qui, eux, ils agissent encore plus à fond que les anxiolytiques. Puis, il faut qu'ils soient pris pendant une période d'au moins 6 mois. Il est aussi recommandé que ces médicaments soient prescrits avec la psychothérapie. On peut les jumeler ensemble. Pour les personnes atteintes, le TAG compte parmi les troubles anxieux les plus répandus. Donc, il y a de 4 à 5 % de la population en général. En ce qui concerne les personnes atteintes, il y a 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Dans le fond, les femmes sont plus risquées d'avoir un TAG que les hommes. Il est effectivement possible de constater chez certains enfants ou adolescents des symptômes reliés au TAG. La nature des soucis et des inquiétudes chez un enfant et des adultes diffère. Bien sûr, chez un enfant, c'est à l'école et chez un adulte, c'est au travail. On peut aussi observer que les enfants présentant ce trouble sont souvent conformistes, perfectionnistes et moins sûrs d'eux-mêmes avec les enfants de leur classe. Là. Pour conclure, ce trouble n'est pas extrêmement grave, mais il ne doit pas être pris à la légère parce que quelqu'un qui est pris avec un tag, sa qualité de vie, elle n'aura pratiquement plus. Il va toujours vivre malheureux. Notre hypothèse est en partie bonne parce qu'il n'y a pas juste les adultes et les adolescents, il y a aussi les enfants qui ont le trouble de l'anxiété généralisée. Suite à notre recherche, il y a une question qui nous est venue en tête. C'est est-ce que le TAG il pourrait être considéré comme une maladie? Nous, on s'est dit qu'on pourrait le mettre dans le même bassin que la dépression parce que c'est quelque chose qui se contrôle. Pour nous, une maladie, c'est quelque chose qui ne peut pas se contrôler.